Un tiers-lieu de l'économie circulaire, c'est vraiment l'interaction avec un écosystème qui l'entoure et une communauté. Donc dans la communauté, on a plein d'acteurs de différents profils, quoi. Et donc entre autres, par exemple, des entreprises du port autonome de La Rochelle, du grand port maritime, où on a une scierie, la scierie de l'Atlantique, qui a des chutes et des rebuts industriels issus de la scierie, qui depuis des années nous confie ces chutes et rebuts. Et avec ça, on refabrique, donc c'est en partie des bois exotiques qui vont être déclassés parce qu'il y a de l'aubier dedans, ou parce que voilà, ils sont pas calibrés pour un marché traditionnel, entre guillemets. Et du coup, nous, avec ça, on a donc soit c'est revendu dans le magasin des matières, entre guillemets, soit surtout, on a mis en place toute une partie de fabrication. On a des ébénistes, des menuisiers, des charpentiers. Donc on fait des cabanes dans les jardins ouvriers avec ce bois-là, on fait des composteurs en pied d'immeuble, du mobilier urbain et tout. Donc après, voilà, il y a ce genre de partenariat là. On va avoir des partenariats avec des municipalités, avec les francopholies par exemple, autrement dans la culture ou l'événementiel, qui dans le cadre de l'installation du festival peuvent aussi jeter pas mal de matière. On a une partie de l'activité de sensibilisation et de pédagogie qui s'appelle les ateliers circulaires. Donc soit ça a lieu dans nos locaux, soit on a un petit camion itinérant qui va au sein des entreprises, dans les quartiers, au sein des centres sociaux, pour faire des ateliers de upcycling ou économie circulaire avec les gens. Et l'objectif, c'est vraiment de soit faire du chantier collaboratif, on va tous mettre les mains dans le cambouis et fabriquer. Donc, par exemple, là, pour un CCAS, le CCAS d'Étré, on a cofabriqué du mobilier urbain avec les gens du quartier. Donc avant ça, les années précédentes, on avait fabriqué le mobilier de l'épicerie sociale sur ce même lieu, avec les gens, donc ça crée du lien social, ça les sensibilise au réemploi et au fait de moins jeter, et de parfois transformer avec ses mains et tout. Et quand on fait quelque chose avec ses doigts, on retient 80% du discours qui nous est porté, quoi. Ça, c'est neuroscientifique, c'est-à-dire vraiment les doigts, c'est un cerveau, quoi. Donc, et aujourd'hui, c'est un outil qu'on utilise énormément. Ouais. Faire pour comprendre et intégrer, quoi. Depuis qu'on existe, là, on a beaucoup de porteurs de projets qui ont frappé à la porte de la matière. Alors soit pour des matériaux au début, donc pareil, c'était un prétexte, mais derrière, finalement, ils ont découvert plus. Ils ont découvert l'accès à un atelier ou l'accès à un accompagnement. Et ici, du coup, il y a une sorte de ruche qui est en effervescence tout le temps. Comme je l'ai dit, c'est un tiers-lieu, donc ces porteurs de projets peuvent trouver réponse à des choses et accélérer leurs projets, en fait. On a un porteur de projet, là, Nicolas Legendre, aujourd'hui, sur le plastique. Et voilà, clairement, il a fini son école de design à Strat, il était originaire de La Rochelle, il est venu frapper à notre porte vraiment par curiosité, et puis finalement, il a trouvé un peu la famille, quoi. Donc, un bureau pour brancher un ordi, un Fab Lab pour prototyper, donc il peut prendre des matières dans le magasin, tester, ouvrir son réseau, signer ses premiers clients, et c'est un peu l'intérêt du lieu, quoi. C'est vraiment, voilà, comment on peut aussi changer tout ça de manière collective. Des magasins de matières et tout, il existe la Réserve des Arts, Warstock, qui faisait déjà ça dans le milieu de la culture sur Paris depuis une dizaine d'années. Et nous, on est plutôt pionniers dans l'approche pluridisciplinaire, quoi. C'est-à-dire d'avoir aussi des ateliers au sein du même lieu pour pouvoir expérimenter, tester, prototyper, d'avoir des adhérents qui sont multiples, quoi. Je disais des citoyens jeunes, vieux, des assos, des entreprises petites ou des plus grosses. Et cette effervescence, ça a fait émerger beaucoup de choses et beaucoup de tests. Et effectivement, ça nous a donné aussi des réponses sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, comment aussi avoir un modèle économique dans ce milieu-là, comment être soutenu et tout. Donc effectivement, on a un peu fait la preuve du concept. C'est pas facile, hein. On se qualifie souvent de Robin du Bois à essayer de contourner un peu tout ça et casser un peu le schéma. Il y avait la démarche de l'IT qui démarrait, donc d'écologie industrielle et territoriale. Et nous, on avait un pas de côté avec un lieu hybride où dans notre lieu, on avait aussi des artistes, des designers, d'autres aspects. Et c'était un peu de s'inspirer de ça. Par contre, on dit souvent il n'y a pas de recette unique qu'on peut dupliquer sur chaque territoire, quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire émerger le cœur, ce qu'il y a sur le territoire, quoi. Chaque lieu sera propre aux acteurs qui le composent.
Et du coup, nous, on vient là-bas plutôt avec des méthodes créatives et innovantes d'intelligence collective. Quand je disais qu'on fait jouer au Capla des acteurs, voilà, on a fait un groupe de travail cuir et textile avec la communauté de communes du Pays de Mortagne, où on a construit une maquette de Capla, de la matériothèque idéale sur le lieu, à quoi elle pourrait servir, comment ça pourrait être orchestré, quelle logistique il faut mettre en œuvre, quel acteur extérieur il faut aller chercher, etc. Et ça, c'est du coup des outils qu'on peut amener pour ouais, dérouler la petite bobine et la petite pelote de coopération et, au fur et à mesure, quoi. Là, c'est sûr que depuis quelques années, alors, nous, on est un peu au méandre de tout ça, donc on croise beaucoup de monde, c'est un petit écosystème. Donc d'autres porteurs de projets de matériothèques sont venus nous voir aussi pour faire émerger des matériothèques sur leur territoire. Là, on va en accompagner encore d'autres. On va accompagner le territoire de Bressuire, l'île d'Oléron. Là, j'ai animé un groupe de travail pour Lyon Métropole, plutôt sur une ressourcerie culturelle la semaine dernière, etc. Et du coup, il y a une forte demande. Après, nous, on est cofondateur d'un réseau qui s'appelle le réseau Ressac, qui est plutôt dédié au domaine de la culture et de l'événementiel, et des créatifs en général. Donc, et c'est un ensemble d'acteurs qui ont des matériothèques. Donc à Paris, je parlais tout à l'heure de la Réserve des Arts, Artstock ou la ressourcerie culturelle à Montaigu, ce genre d'acteurs-là. Et en fait, on a mis le doigt sur un ensemble d'acteurs de la culture qui génèrent beaucoup de matériaux et de déchets. Et depuis pas mal de temps maintenant, on récupère ces matériaux-là. Et c'est un peu le premier pas avec eux, c'est-à-dire que depuis quelques temps, plutôt que de mettre de la colle, ils ont arrêté de mettre de la colle parce qu'on leur a dit, mais nous, pour démanteler et pouvoir réemployer plus facilement, il faut arrêter de mettre de la colle, donc ils ont arrêté. Donc on sent qu'il y a une sorte de sensibilisation là-dessus qui bouge. Et puis on sent aussi qu'il y a des scénographes qui cherchent des matériaux de réemploi, qui veulent avoir accès à ce genre de matériothèque pour éco-concevoir de l'événementiel. Nous, on a le Palais des Congrès de La Rochelle qui de plus en plus essaye de venir nous voir, même les acteurs de l'événementiel ou de la culture rochelaise, qui essayent de se dire, ok, ouais, tiens, si je peux faire du décor de théâtre ou du décor de festival, en privilégiant le réemploi, et pour ça, il faut un lieu, quoi. Il faut un lieu pour avoir accès à ces matériaux-là. Donc je dirais qu'il y en a de plus en plus qui prennent part de ça et qui ont envie de changer leur comportement.